Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez de partout dans le monde. Nous sommes le 23 avril 2021 et croyez-moi, nous sommes très heureux de prendre la parole et faire ce que nous savons faire le mieux. J'allais dire, nous sommes très heureux de faire ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire prendre la parole et vous dire un certain nombre de choses, vous dire notre part de vérité, vous informer, vous apporter nos analyses, vous apporter une certaine vérité par rapport à la situation qui évolue au Congo-Brazzaville, par rapport à la vie de nos compatriotes, par rapport tout simplement au Congo, notre cher et beau pays. Avec moi sur ce plateau, M. Kevin Diafouka. M. Kevin, bonsoir. Bonsoir, Maître Kolar, et bonsoir aux auditeurs de la radio de la communauté. Je suis content d'être une fois de plus avec vous ce soir. Merci à vous, M. Kevin, d'avoir accepté notre invitation. Hier soir, comme nous l'annonçons, il était prévu que nous commencions cette émission à 19h. Malheureusement, nous sommes en retard. Nous avons commencé à 20h moins. Mesdames et messieurs, veuillez pardonner ce retard. Veuillez pardonner. Il y a un souci, s'il vous plaît? C'est cela? Non, je ne pense pas qu'il y ait un souci. Veuillez pardonner ce retard, veuillez pardonner ce dysfonctionnement qui semble nous perturber concernant la technique. Comme vous le savez, les aléas du direct, c'est aussi ça, où il suffit de toucher sur un bouton et tout est parti. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver ce soir. Et avec Kevin Diafouka, nous allons essayer justement de vous apporter, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique, de beau, de merveilleux sur la radio de la communauté. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité, merci parce que nous vous savons nombreux et merci parce que vous viendrez encore très nombreux pour poser des questions. Pour, M. Kevin qui est là, notre, on va dire expert, parce que M. Kevin, je dois le dire, il a fait les études dans le pétrole, il travaille dans ce domaine, il s'y connaît bien, on va parler avec lui. M. Kevin Diafouka, nous sommes tous les deux Congolais, au-delà de nos doubles nationalités, mais avant tout, nous sommes Congolais natifs, nous sommes des Congolais, et nous venons d'un pays qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville qui, au retour de M. Denis Sassou Nguesso, avait fait le choix de mettre sur pied une société qu'on appelle la SNPC, créée en 1998. Et depuis, cette société est dirigée par M. Raoul Ominga. Monsieur Kevin Diafouka, j'ai tout de suite envie de vous jeter dans le bain. Pensez-vous que cela a été une très bonne chose d'avoir, pour ceux qui sont en responsabilité, d'avoir justement créé une société qu'ils ont appelée la SNPC pour, semble-t-il, vendre, gérer le pétrole, ainsi de suite. La Société nationale du pétrole Congo. Est-ce une très bonne chose, M. Kevin Diafouka, de la part de M. Sassou, pour avoir créé cette société? Déjà, je voulais répondre. Je voulais vous dire que la SNPC, ce n'est pas une idée de Denis Sassou Nguesso. C'est une idée du pouvoir de l'Issouba. Et avant la SNPC, il y avait déjà Hydro-Congo qui existait. Maintenant, Denis Sassou Nguesso excuse-moi, j'ai appelé ça une racaille mafieuse, s'est installé au pouvoir. Ils ont créé la Société nationale du pétrole du Congo. Ils ont voulu copier l'Angola. Donc, en créant cette société, c'était une société de commercialisation du pétrole. Et le premier directeur général était Denis Ngokana. C'est lui-là même qui a créé beaucoup de sociétés écrans en étant directeur de la SNPC. Le deuxième directeur de la SNPC, c'est Bruno Itoa. Le troisième directeur, c'est Ngoko. Et le quatrième, c'est Ominga. Vous allez remarquer la particularité de tous ces personnages. Ils sont issus de l'ethnie de M. Denis Sassou Nguesso, l'ethnie Mboshi. Comme si cette société n'était gérée que par cette ethnie, les gens de cette ethnie, les proches de Sassou. Donc, la SNPC, c'est une société, disons-le, familiale. À travers la SNPC, il y avait Denis Christian Sassou Nguesso, qui est le président du conseil d'administration de la SNPC, juste à aujourd'hui, avec Denis Ngokana.
à un moment, il a eu à occuper l'aval pétrolier et la SNPC a commencé avec des scandales financiers qu'on appelle le fonds vautour. Le fonds vautour, Denis Christian Nguesso gérait une entreprise à Londres. En réalité, le brut congolais était vendu dans cette entreprise-là. Donc, c'était une société écran, était vendu à 2 $. Et Denis Christian Nguesso et tous ses amis, il y a même des Gabonais, revendaient le pétrole du Congo au prix du baril. En ces temps, le baril était à 100 $. Comme vous le savez, la SNPC, c'est ça qui commercialise. Donc, ça veut dire que quand il y a du brut, c'est eux qui vont commercialiser le pétrole. Et paradoxalement, aujourd'hui, cette SNPC se trouve en faillite. Dans une situation difficile, en effet, dans une situation très difficile. Mais monsieur complètement en faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. À travers la SNPC, il y a eu des embauches des étrangers. Il y a beaucoup de Congolais de la RDC dans la SNPC. Il y a beaucoup des enfants d'eux. Donc, comme vous voyez, tous les amis des Sassou, les Agnessa et tout ce monde-là, leurs enfants travaillent à la SNPC. Et la majorité des gens qui travaillent à la SNPC ne sont pas formés à travailler dans ces genres d'entreprises. Donc, la SNPC est en faillite. Et c'est la SNPC qui réceptionnait l'argent du Congo. Paradoxalement, le Congo se retrouve endetté envers les traders pétroliers. Donc, au lieu que la SNPC puisse vendre le pétrole du Congo, qu'est-ce que la SNPC faisait? La SNPC partait chercher du cash. Ça veut dire qu'il gageait le pétrole sur plusieurs années en récupérant du cash chez les traders pétroliers. Donc, la SNPC partait au niveau de ces traders, leur disait: donnez-nous, par exemple, 100 millions d'euros, je prends un exemple, et donnez-nous 100 millions d'euros en cash, et nous allons vous vendre le pétrole sur 10 ans, 15 ans. Très bien. Monsieur Kevin Diafouka, pourtant vous couper, vous parlez déjà du gage du pétrole congolais. On va peut-être en parler tout à l'heure. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il partait prendre de l'argent chez des investisseurs étrangers, du cash, et ainsi de suite. Mais la question que j'ai envie de vous poser, monsieur Kevin Diafouka, où est passé l'argent du pétrole congolais? Puisque vous avez dit que la SNPC est en faillite, vous avez notamment dit que c'est bourré, c'est truffé que des sujets étrangers, des fils à papa, ainsi de suite. Bon, je suppose qu'ils ont été recrutés en fonction de leurs compétences, mais où est parti l'argent du pétrole congolais, monsieur Kevin Diafouka? C'est simple. L'argent du pétrole du Congo est passé dans les poches de ceux qui ont eu à gérer la SNPC. L'argent du pétrole du Congo est devenu l'argent pour le bien-être et le bien-vivre de la famille Nguesso et tous ses clans. Donc, l'argent du pétrole du Congo a été gagé sur plus de 20 ans. Gagé sur plus de 20 ans. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui dirigent le Congo vous dire que c'est la faute du coronavirus, c'est la faute du réchauffement climatique et le Congo est en crise. Non, le Congo est en crise parce que son pétrole a été mal géré. Je prends l'exemple de l'entreprise qui est à Pointe-Noire, la Coraf. La Coraf, oui, où ils transforment la Coraf. La Coraf vendait, c'est une petite raffinerie qui vendait le pétrole du gouvernement. En fait, c'est le gouvernement congolais à travers la Coraf. C'est une société reliée au gouvernement qui vend le pétrole. Et dernièrement, il y a eu une vente de 1500 milliards de francs CFA qui a été détournée, qui n'a pas été déposée au Trésor public. 1500 milliards de francs CFA détournés. 1500 milliards de francs CFA qui n'a pas été déposé au Trésor public, qui a été détourné par Denis Christian Sassou Nguesso. Mais M. Kevin Diafouka, pour la gouverne de ceux qui nous suivent, M. Kevin Diafouka, le Congo a-t-il, parce que nous parlons de pétrole, mais il faut le dire, le Congo a-t-il un pétrole sale, un pétrole de mauvaise qualité? Le Congo, déjà, les Congolais ne sont pas formés pour connaître la qualité du brut que nous produisons. La qualité du brut que nous produisons, c'est les Français qui viennent nous donner encore le prix de notre brut. Ça veut dire qu'ils nous trompent.
Les Congolais en eux-mêmes ne sont pas formés. Et le pétrole du Congo, nous avons notre brut est de très bonne qualité. Mais paradoxalement, ça a été gagé. Paradoxalement, les ventes se passent très mal. Par exemple, il y a des membres de la famille Nguesso qui ont des puits de pétrole qui leur est réservé. Par exemple, quand il y a des tankers qui arrivent, comment est-ce qu'on l'appelle, Edgar Nguesso vend des puits à titre personnel, alors que c'est des puits de pétrole qui appartiennent au Congo, que le président Denis Sassou Nguesso a donné à chaque président français un puits de pétrole. Vous êtes en train de dire que M. Macron a un puits réservé au Congo-Brazzaville. C'est possible. Tous les présidents français ont eu des puits de pétrole que Denis Sassou Nguesso a donné et l'argent leur était reversé. C'est cela la mafia. Quand on dit la mafia Nguesso, c'est cela. Sarkozy, il a un puits de pétrole. L'argent est versé à la banque gabonaise, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, le pétrole du Congo n'appartient plus aux Congolais. Le pétrole du Congo est dans un réseau de corruption. Dans un réseau de corruption. Le pétrole congolais est gagé sur plusieurs années chez des traders comme Trafigura, Gluncor, Gunfort et Mercuria. Mais à Gunfort, notre pétrole était vendu par les amis de Denis Sassou Nguesso, par une mafia, même des étudiants quinois partaient négocier la vente de notre pétrole. Donc, voyez-vous que le pétrole congolais appartient à une caste de personnes, ça n'appartient pas aux Congolais. Et peut-on dire, M. Kevin Diafouka, que l'argent généré par la vente justement de cette matière première, en l'occurrence le pétrole, c'est de l'argent sale pour le Congolais? Voilà pourquoi ils n'en profitent pas. C'est de l'argent sale, c'est une mafia. C'est une mafia, le pétrole du Congo. C'est une mafia. Et le fait que justement les Congolais… Et le fait que ça soit une mafia, c'est la cause de tous nos maux. C'est pour cela, aujourd'hui, nos recettes ne sont pas inscrites au journal officiel au Congo. Allez me chercher un journal officiel au Congo qui vous dit il y a telle rentrée de pétrole. Allez au trésor public. Cherchez là où c'est écrit dans les écritures que tant est rentré de notre pétrole. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais ça. Ce qui se passe dans notre pays, c'est très grave. Nous n'avons plus le destin de notre richesse, de nos richesses. Et pire, tous les gens qui commercialisent notre pétrole ont eu à créer des sociétés écrans. Ça veut dire que si le prix du baril est à $100, eux, ils vont vendre à leur société écran. Ça, c'est les stratégies de Denis Christel, de Denis Ngokana. Ils vont vendre à leur société écran le pétrole à $2. Ça veut dire que le $2 qu'ils revendent. Et ces sociétés écrans qui rachètent le pétrole à $2 à la SNPC, alors que le prix du baril est par exemple à 50 ou 60 $, et ils vont vendre le pétrole du Congo à $2 le baril à des sociétés écrans. Et qu'est-ce que ces sociétés écrans font? Ces sociétés écrans les revendent au prix du marché et parfois ils récupèrent les $2, ils les redéposent au trésor public ou ils ne récupèrent rien du tout et l'argent disparaît comme dans une vraie mafia. Aujourd'hui, il faut faire des états généraux sur la gestion de notre pétrole. Le pétrole congolais est gagé sur 20 ans. Gagé par quel trader? Gagé par quel trader? Trafigura? Point d'interrogation. Gluncor? Point d'interrogation. Gunfort? Point d'interrogation. Mercuria? Point d'interrogation. Le Congo doit combien à ces sociétés-là? Jusqu'à présent, personne ne le sait. Jusqu'à présent, personne ne le sait. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le Congo est endetté, mais dans tous les pays endettés, tout pays endetté qui vend son pétrole légitimement, mais ces pays ont des fonds, ont des comptes. Par exemple, si le pétrole est vendu à $100, s'ils récupèrent $100, ils vont prendre $5
pour mettre dans un compte qui est réservé spécialement pour rembourser les dettes. Mais au Congo, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de compte pour rembourser les dettes. Quand le pétrole est vendu, personne ne sait qu'on a vendu combien de barils. Pendant très longtemps, Denis Sassou Nguesso nous a caché même le nombre de barils que nous produisions. Le Congo arrivait à un moment où il a produit 500 000 barils jour. Mais à chaque fois, on vous disait que le Congo ne produit que 250 000. Ils nous ont menti, et c'est là sur plusieurs années. Monsieur Kevin Diafouka, vous dites que le Congo produisait plus de 500 barils le jour et que Il y a eu un moment où nous avons produit plus de 500 000 barils le jour. Voilà, alors, monsieur Denis Sassou Nguesso, semble-t-il, selon vos propos, a délibérément fait le choix de ne pas communiquer là-dessus. Et on se souvient, dans un passé pas très lointain, lors du passage de monsieur Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, celui-ci avait facilité les choses pour que le Congo, la dette congolaise, soit réduite, pour que la dette congolaise soit comprimée. Le Congo a bénéficié de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, monsieur Kevin Diafouka, que la misère des Congolais est simplement due à l'argent qu'il détient? Monsieur Kevin Diafouka. Déjà, le Congo, je l'ai toujours dit que le Congo n'est pas un pays pauvre. Le Congo est un pays appauvri. Par monsieur? Par monsieur Denis Sassou Nguesso qui veut s'éterniser pour appauvrir encore plus le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on peut dire, par rapport à la gestion du pétrole, que le Congo appartient à Sassou. Si le Congo appartenait à tous les Congolais, mais le pétrole, c'est une richesse, c'est une rente, c'est une richesse commune. Quand vous allez dans des pays comme les Émirats arabes unis, vous allez dans des pays comme le Qatar, mais c'est des royaumes. Donc, c'est ce royaume-là pouvait dire, bon, c'est notre pays, on prend le pétrole léger, le peuple qatarien ou le peuple émirate, ils vont souffrir. Mais ce royaume-là ont bien géré leur manne pétrolière. Dans les années 60, le Qatar était un désert. Grâce au pétrole, le Qatar est devenu ce que nous sommes en train de voir. Et donc aujourd'hui, nous les Congolais, nous pouvons dire que le Congo appartient à Sassou. Dès lors que Sassou ne vous explique pas où va cet argent-là. Il n'y a rien d'inscrit au journal officiel. Au trésor public, il n'y a pas de traçabilité des ventes du pétrole du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi une traçabilité. Vous m'expliquez le mois passé. Par exemple, aujourd'hui, le Congo a vendu combien de barils? Personne ne le sait. Nous sommes en train de tout faire sachant que nous produisons pratiquement 300 à 500 000 barils le jour. Mais aujourd'hui, le Congo a vendu, le nombre de barils que le Congo a vendu, personne ne le sait. Le Congo a récupéré combien? Personne ne le sait. Donc, avec notre pétrole, nous n'arrivons plus, alors que nous sommes un pays complètement rentier, nous n'arrivons plus à payer les bourses des étudiants, les retraités et le salaire. Très bien. Alors, donc, ça veut dire que l'argent de notre pétrole n'existe pas actuellement. Très bien. L'argent du pétrole congolais n'existe pas actuellement. Nous sommes en train, pour répondre à votre question, nous sommes en train de tout faire pour ramener sur cette radio, la radio de la communauté, l'un de dirigeants, celui qui a dirigé dans le passé la société SNPC, monsieur Bruno Itois. Les tractations sont en cours. Nous espérons qu'il viendra communiquer, qu'il viendra répondre à nos questions. Monsieur Kevin Diafouka, j'aimerais revenir sur un point qui m'a semblé intéressant parce que beaucoup de Congolais nous suivent ou nous suivront dans les heures qui suivent. Je leur remercie de leur fidélité et de leur confiance. Vous dites que monsieur Denis Sassou Nguesso a fait le choix délibéré d'appauvrir le Congolais. Selon vous, pourquoi fait-il cela? Pourquoi a-t-il fait ce choix d'appauvrir délibérément les Congolais? Pourtant, les Congolais lui ont tout donné. On appelle ça en congolais sorcellerie kindoki. Le Congo a tout. Hein. Le Congo a tout pour... et les Congolais, ils ont tout pour être riches, pour bien vivre. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, on appelait M. Denis Sassou Nguesso M. 17%. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons plus de 80% des pauvres. Et paradoxalement, Denis Sassou Nguesso, qui a été amené au pouvoir par la France,
N'oubliez pas que ceux qui ont amené Sassou au pouvoir en 97, c'est Elf, Total Elf. C'est quand même une grande société pétrolière française. Il a été aidé par l'Angola. Mais l'Angola, c'est la France, c'est Chirac qui a dit à l'Angola d'aller aider militairement Sassou à gagner le pouvoir, à prendre le pouvoir. Il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir, il a dit, j'ai des armes, j'ai tout, je vais vous dominer. Voilà, toutes les richesses du Congo m'appartiennent. C'est ça, Sassou. Aujourd'hui, nous croyons toujours que le Congo est... je vois les gens dire que le Congo est notre bien commun, le Congo est le tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais oui. En réalité, le Congo n'appartient plus aux Congolais. Aujourd'hui, le Congo appartient à Sassou. Les richesses du Congo appartiennent à Sassou. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas que le pétrole, il y a le fer des Mayoko. Mais quand on vend le fer, vous les retrouvez où? Dans quel journal officiel vous avez retrouvé que le Congo a vendu le fer? Et vous connaissez le montant des fers vendus? Mais quand on vend les terres, nos terres sont vendues aux étrangers, ou aux Malaisiens, aux Afrikaners sud-africains, sur plusieurs années. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on a mis l'argent qui a servi à se vendre des terres? Aujourd'hui, il y a eu il y a la manganèse à Pointe-Noire, il y a la potasse à Pointe-Noire. La potasse, c'est le premier minerai du monde, c'est le minerai le plus cher du monde. La potasse coûte plus cher que le cobalt. La potasse coûte plus cher que le cuivre. Mais aujourd'hui, à Pointe-Noire, il y a la potasse, ça veut dire le minerai le plus cher. Il y a le pétrole. Mais est-ce que la population de Pointe-Noire profite de ça? Est-ce que l'enfant du Kouilou profite de ça? Mais non. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là depuis très longtemps. Nous nous battons parce que nous connaissons le vrai problème du Congo. Nous sommes dans la profondeur même des problèmes du Congo. Et ces problèmes ne vont jamais se régler tant qu'il n'y a pas la lumière, la traçabilité de nos richesses. Monsieur Kevin, excusez-moi. Tout s'est fait d'une manière opaque, avec l'aide de ceux qui ont installé Sassou au pouvoir, avec l'aide des Français, avec l'aide des Total. En effet, monsieur Kevin, tout se fait de façon opaque, avec l'aide des puissances étrangères. Vous venez de mettre à la disposition des Congolais un point très important, la vente de terres. Les terres, c'est quelque chose que nos anciens, nos ancêtres nous ont légué. Et apprendre que le pouvoir en place a lancé cette opération de vente de terres et que l'argent généré par la vente des terres, les Congolais, justement, n'en profitent pas. Est-ce que ce soir, M. Kevin Diafouka, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour dire à nos compatriotes qui sont au fin fond de Zanagalaba, au fin fond de Kakamoueka, au fin fond dans la Likwala, un peu partout, est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais dans quelle zone, sinon dans quel département, M. Denis Sassou Nguesso aurait réalisé cette opération de la vente de terres? Parce qu'il faut bien que les gens sachent. Quand les gens passent, les gens voient que, bon, il y a une société sud-africaine, par exemple, qui est montée, il y a telle activité qui a lieu ici, mais les Congolais ne savent pas que la terre a été vendue. Pourriez-vous dire aux Congolais, par exemple, qu'à Kinkala, telle zone, ou à Dolisie, telle zone, cette portion déjà, de terre je sais que dans vendue? le pool, oui, il y a plusieurs hectares qui ont été vendus. Dans le Niari, il y a plusieurs hectares qui ont été vendus aux Afrikaners. Dans la Likwala, il y a les Malaisiens qui ont racheté des hectares de forêts et des terres où ils ont eu à planter des fleurs pour leur Saint-Valentin. Il y a beaucoup de terres du Congo qui ont été vendues par l'Inguesso. Et jusqu'à aujourd'hui, même à l'Assemblée, personne ne demande. Quand vous prenez l'avion, vous faites Johannesburg, Brazzaville, dans cet avion, il n'y a que des Européens. Vous discutez avec il n'y a que des Blancs. Excusez-moi, c'est des Afrikaners, il n'y a que des Blancs. Vous discutez avec eux, ils vous diront qu'ils sont propriétaires de plusieurs hectares au Congo. Propriétaires de plusieurs hectares au Congo. Mais est-ce qu'il y a eu dédommagement? Est-ce qu'il y a eu dédommagement des locaux, des natifs à qui on a pris ces terres, on suppose? Mais
Il n'y a jamais eu de dédommagement. Même ces terres vendues, même les profits ne donnent pas de l'emploi aux Congolais. Vous avez déjà vu des Afrikaners, des Malaisiens embaucher des Congolais? Et même ces terres vendues aux Afrikaners, quand eux, ils font des récoltes, par exemple, des récoltes agricoles, la première des choses, ils récupèrent ça. Ils ne donnent pas ça à manger aux Congolais. Eh bien, ça va directement dans leur pays. Tout en sachant que nous, pour manger, on est obligé d'importer. Nous importons 90% de nos denrées alimentaires. Et ça nous coûte pratiquement 800 milliards. Plus même à l'année, plus même qu'une masse salariale de nos fonctionnaires. Il y a un problème. Et il n'y a pas que des terres qui sont vendues par les Nguesso. Ils ne vendent pas que des terres. On prend l'exemple des minéraux. L'exploitation des minéraux. Quand vous voyez le permis d'occuper, aujourd'hui, les pouvoirs des Sassou a des problèmes avec des entreprises comme Sentence en Australie. Qu'est-ce qui s'est passé? Denis Christès Sassou Nguesso a vendu des mines sur 10 ans, d'exploitation minière sur 10 ans à Trafigura et Glencore. Bien que c'est des traders pétroliers, mais au Congo, on leur vend l'exploitation minière sur plusieurs années. Donc, Denis Christès a vendu cela. Or, il s'avère qu'il avait vendu les mêmes exploitations minières à des gens de Sentence, des Australiens. C'est pour cela que vous avez vu que Pierre Oba ne peut pas aller, les autorités congolaises ne peuvent plus aller en Australie. S'ils vont en Australie, c'est pour arrêter. Aujourd'hui, ils doivent plus de 8 milliards, je dis bien 8 milliards de dollars à l'Australie. Parce qu'ils ont récupéré les 8 milliards, le cash. Mais par contre, quand les Australiens sont arrivés sur nos terres pour exploiter les mines étaient déjà vendues à Glencore sur 5 ans. Voyez-vous comment ces gens-là, c'est-à-dire que le Congo est devenu juste un objet pour se faire de l'argent. Et cet argent-là, on se demande où ça va. Ces gens-là, ils mangent plus de la faim, au détriment du peuple. Et alors, vous dites que le Congo a été malhonnête, en fait, les autorités ont été malhonnêtes en vendant justement, en passant par M. Denis Christès Sassou Nguesso, qu'on vient de le dire, en vendant en premier une partie de terre à un fonds d'investissement, je suppose, et puis à un État qu'on appelle l'État australien. La question que j'ai envie de vous poser, M. Kevin Diafouka, M. Okongakala, est-il au courant? A-t-il eu vent de toute cette magouille? Mais Okongakala, comme vous le voyez, c'est un procureur qui n'est là que pour arrêter les opposants. Un procureur de la famille de Sassou qui n'est là que pour arrêter les opposants. C'est Okongakala, je me demande s'il travaille réellement, parce qu'Okongakala, si vous voulez le voir, allez-y à Brazzaville, il passe son temps à vagabonder dans les maisons qu'il fait louer à des femmes. Ce type, il a 10 femmes, et quand vous arrivez quelque part, on dit, ah, là, c'est la voiture d'Okongakala, il est parti voir sa femme. Il ne s'occupe pas des problèmes du Congo. Ces gens-là ne gèrent pas un pays. Ces gens-là, le Congo est devenu une vache à lait pour eux. Ils récupèrent de quoi? C'est que le Congo leur donne l'argent, du cash, et avec ça, ils vont prendre beaucoup de femmes, ils vont acheter des maisons à l'étranger, ils vont voyager. L'argent du Congo ne sert qu'à ça pour eux. Il faut qu'il y ait des gens conscients, il faut qu'il y ait une vraie justice, une justice forte qui va punir le plus grand comme le plus faible, le plus fort comme le plus faible. Aujourd'hui, les gens ont beau dire, nous voulons la démocratie, mais la démocratie ne peut pas exister dans un pays où il n'y a pas de justice. La justice, c'est Sassou. Vous l'avez vu avec l'affaire des parfaits Kolela, le Conseil constitutionnel. Le fait était là, c'était au Conseil constitutionnel d'arrêter les élections. Parce qu'il y avait un candidat qui était, par exemple, un candidat qui était malade, qui était mourant. Si la justice, si le Conseil constitutionnel ne peut pas annuler une élection ou arrêter les élections alors que la personne vient de décéder, ce n'est pas Okongakala qui va arrêter un voleur, alors que c'est le voleur là qui le nourrit. Aujourd'hui, Okongakala va chercher l'argent chez Denis Christès Sassou Nguesso.
Vous n'allez pas me dire que c'est lui qui va, c'est Denis Christel, qui considère Denis Christel comme un dieu, qui va récupérer du cash là-bas. C'est cette même personne qui va l'arrêter, c'est lui qui lui donne à manger. Alors, voyez-vous dans quel conflit d'intérêts se trouvent même les Okongakala au Congo. Très bien. Merci à vous, monsieur Kevin Diafouka. On vous remercie encore pour d'avoir accepté notre invitation et merci pour cette brillante démonstration de force. Vous êtes là en train de nous lister en quelque sorte tout ce mauvais côté, toute la mauvaise foi engagée par les autorités de Brazzaville. Les Congolais vous en seront reconnaissants. Monsieur Kevin Diafouka, on parlait de monsieur Ngakala qui visiblement n'a pas réussi à jouer le rôle qui est celui d'un procureur de la République qui se saisit justement des dossiers, qui se saisit justement des problèmes auxquels la justice est tirée vers le bas. Mais monsieur Kevin Diafouka, les partenaires multilatéraux et bilatéraux, je veux parler du FMI, la Banque mondiale, au regard de tout ce qu'on venait de dire, là, toute cette pagaille organisée par monsieur Denis Sassou Nguesso et ses enfants, peut-on considérer que ces organismes jouent un rôle important au Congo-Brazzaville au moment où nous faisons cette émission, monsieur Kevin Diafouka? Moi, je pense que quand Sassou pouvait blaguer quand le FMI était géré par les Français. Sassou blaguait quand le FMI était géré par Strauss-Kahn, qui a eu à désendetter le Congo. Sassou blaguait quand le FMI était géré par Madame Lagarde. Aujourd'hui, le FMI est géré par les Américains. Et Sassou ne blague plus. Lagarde avait donné l'aval au FMI d'aider Sassou en lui donnant les 48 recommandations. Mais dès lors que le FMI s'est rendu compte que le gouvernement du Congo a falsifié ses comptes, le gouvernement du Congo a menti sur les dettes au niveau des traders pétroliers, le gouvernement du Congo a menti sur les dettes avec les Chinois. Quand ils se sont rendus compte de tout cela, le FMI a reculé. Le FMI a reculé. Donc aujourd'hui, toutes les institutions financières internationales ne font plus confiance au gouvernement des Sassou qu'ils considèrent comme un État voyou. Voilà. La France, parce qu'il faut vous le dire, le problème du Congo vient aussi de ces dirigeants français qui, chez eux, ils sont conscients que tout est tracé. Il y a la fiscalité fonctionne normalement. Ils se disent, dès que nous avons le pouvoir, il y a le Congo qui est là, qui est notre vache à lait. On arrive là-bas, Denis Sassou Nguesso nous donne un peu de pétrole. Denis Sassou Nguesso nous ouvre un compte à la FIBA. Il nous donne une carte bleue où on peut dépenser comme nous voulons. Ces gens-là vont faire quoi? Ils vont jouer avec ces institutions internationales, ils vont jouer avec les fonds d'aide au développement pour négocier avec la mafia Sassou. Quand vous entendez que la France a désendetté le Congo, mais c'est une grosse mafia. Quand la France supprime la dette du Congo, qu'est-ce qui se passe? Ils disent à Sassou, nous allons supprimer la dette, mais derrière, il va falloir nous rétrocéder de l'argent. Comme le pouvoir de Sassou est une mafia, mais il se pérennise au pouvoir. Le Congo n'appartient plus au peuple, le Congo appartient à Sassou et à la France, à certains dirigeants français, par la France, à certains dirigeants français. Très bien. Monsieur Kevin Diafouka, aujourd'hui, qui protège les dictateurs. Vous avez vu Macron, par exemple, au niveau du Tchad, la première fois quand les rebelles sont partis chez Idriss Déby, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la France a fait? Mais la France a envoyé Benalla au Tchad. L'armée française a intervenu sans passer par l'Assemblée. Le Benalla qui se balade avec 2 passeports diplomatiques après être parti chercher des mallettes d'argent à Oyo. Donc, pensez-vous que cette France-là, Macron, va vouloir changer quelque chose en Afrique? Alors que l'Afrique est une vache à lait pour eux, pour leur propre poche. Ça ne profite peut-être pas aussi au peuple français, mais ça profite aux dirigeants français. Vous voulez dire que le pouvoir de M. Emmanuel Macron ne va rien changer au Congo dirigé par M. Denis Sassou Nguesso? Non, le pouvoir de Macron est dans la mafia avec Sassou.
Très bien. Monsieur Kevin Diafouka, j'aimerais revenir sur le FMI. Vous avez dit que le FMI a reculé face au comportement malsain de ceux qui sont en responsabilité au Congo-Brazzaville. Ils ont menti, ils ont trompé, ils ont falsifié les papiers, ils ont caché des dettes. Ils ont... Alors, dites-nous, la première tranche versée par le FMI, parce qu'au-delà de tout ceci, quand le FMI découvre, les Congolais doivent le savoir, quand le FMI découvre que le pouvoir de Brazzaville, justement, avait falsifié les papiers, avait menti, avait trompé les Congolais, enfin, a tenté justement de tromper cette organisation qu'on appelle le FMI, le Fonds monétaire international. Mais cela n'a pas empêché le FMI de verser quand même une première tranche et donner en quelque sorte une ligne de conduite à ceux qui sont en responsabilité, les 48 mesures. D'abord, premièrement, M. Kevin Diafouka, quand il fait de cet argent la première tranche, et puis les 48 mesures, que sont-elles devenues, M. Kevin Diafouka? Pourquoi le Congo, pourquoi ceux qui sont en responsabilité ont du mal, au moment où nous faisons cette émission, à exécuter, à appliquer les 48 mesures proposées par le FMI? Déjà, je veux féliciter les Congolais de la diaspora parce que quand le FMI a versé la première tranche de leur prêt au Congo, c'était 400 et quelques milliards. Nous avons vu les gens du PCT danser, les gens du PCT du pouvoir des Sassou nous narguer sur les réseaux sociaux. Mais il faut reconnaître que les Congolais de la diaspora ont fait du grand travail. Ils ont envoyé des traders qui n'ont pas été déclarés dans les négociations avec le FMI, qu'on appelle Mercuria. Ils ont dit, voilà, le Congo doit encore de l'argent à Mercuria. Le Mercuria n'a pas déclaré. Les 48 mesures, dans les 48 mesures, ils ont dit à Denis Sassou Nguesso de ne plus continuer avec les mêmes personnes qui ont pillé les caisses de l'État. Ils ont dit, nous ne voulons plus négocier avec ceux qui ont volé. Le FMI l'a dit à Sassou. On a dit à Sassou de faire un gouvernement réduit de 20 personnes, de 20 ministres. Ou ils ont dit à Sassou de réduire le train de vie de l'État. Mais qu'est-ce que Sassou a fait? Il a augmenté le train de vie de l'État, puisqu'il a augmenté, pendant qu'il y avait les 48 mesures, un plan d'ajustement structurel. Qu'est-ce que Sassou va faire? Il va augmenter le nombre de députés, il va augmenter le nombre de circonscriptions, il va augmenter le nombre de ministres, il va encore changer la constitution pour augmenter le nombre des institutions. Le Congo a des institutions pléthoriques. Le FMI va dire, mais Sassou, mais on se demande, où tu veux faire un plan drastique pour nous rembourser la dette. Et la dette, les 400 milliards que le FMI a débloqué, la première tranche, qu'est-ce que Sassou a fait de ça? C'était la fête. Il payait ses ministres avec ça, il payait ses députés avec ça, il organisait ses élections avec ça, alors que le peuple était en train de crever de faim. Vous avez dit ministre, vous avez dit ministre, député. Le pool avec ça, puisque le bombardement du pool a coûté pratiquement 5 000 milliards à Sassou. Bon, vous vous rendez compte que Sassou, il va chercher 5 000 milliards pour bombarder ses propres concitoyens, mais par contre, il va se mettre à genoux devant le FMI pour 400 milliards. Après, vous vous posez la question, si cette personne-là est normale ou pas. Si c'est lui qui veut s'appeler le père de la nation, est responsable ou irresponsable. Là, on n'est même plus dans l'irresponsabilité, on est dans la bêtise, dans l'idiotie, dans la médiocrité. Et c'est ça que nous condamnons. Nous avons l'impression que le Congo est dirigé par des fous. Vous tuez vos enfants. Pour tuer vos enfants, il vous faut 5 000 milliards. Vous êtes dans une maison. Vous allez tuer votre famille pour 5 000 milliards. Vous donnez 5 000 milliards pour tuer vos propres enfants dans votre maison. Mais vous allez vous endetter de 400 milliards pour vivre, pour que vous puissiez profiter. Mais il y a un problème dans ce pays-là. Il y a un problème dans ce pays, puisque visiblement, en effet, dès lors qu'ils avaient reçu la première... Ah d'accord, on va les lire tout à l'heure. Dès lors qu'ils avaient reçu la première tranche proposée ou versée par le FMI, ils se sont lâchés sur cette faveur faite par le FMI. Et il y a eu des achats d'armes en Tchétchénie. Des achats d'armes. La première tranche a servi à acheter des armes en Tchétchénie. Aujourd'hui, le Congo est sous embargo dans les achats d'armes. Il va acheter des armes même en Afrique du Sud.
alors que notre pays n'est pas en guerre. Vous êtes un pays endetté. Mais vous allez acheter on vous prête, on vous donne de l'argent pour vous restructurer, pour aider votre peuple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous récupérez cet argent, vous allez encore acheter des armes. Mais c'est tout ça qui a fait reculer les FMI. Monsieur Kevin, s'il vous plaît, Monsieur Kevin Diafouka, vous avez dit qu'avec cet argent, Monsieur Sassou a sacrifié 5 milliards, je crois, corrigez-moi si je me trompe, parce que ce sont vos chiffres, 5 milliards 5 000 milliards pour la guerre du pôle. 5 000 milliards pour la guerre du pôle, bombarder donc pour bombarder le pôle, 5 000 milliards. Les natifs de ce pays, 5 000 milliards. Il a payé ses ministres, il a payé ses députés et visiblement, le peuple a été mis de côté. La question que je veux vous poser, Monsieur Kevin Diafouka, que reproche M. Denis Sassou Nguesso au peuple congolais? Pourquoi M. Denis Sassou Nguesso inflige une telle misère au peuple congolais, M. Kevin Diafouka? Il n'inflige pas que la misère, il inflige la misère et l'humiliation. Et l'humiliation. Parce que le peuple congolais n'a plus son destin en main. Son destin a été confisqué. Le destin du peuple congolais a été confisqué par Denis Sassou Nguesso. Un peuple qui doit avoir un destin, c'est un peuple qui profite des richesses de son pays. C'est un peuple qui, quand ils vont voter, ils donnent leur voix, ben, ils doivent être dirigés par ceux à qui ils vont donner leur voix. Mais Sassou, il va même confisquer les voix de ce peuple-là. Donc, Denis Sassou Nguesso a confisqué le destin du peuple congolais. Peut-on parler d'une mauvaise foi? Le peuple congolais n'a plus de destin. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus de destin. Si le peuple congolais n'a plus de destin, comme vous le dites, alors tout ce travail qui se fait, semble-t-il, au Congo-Brazzaville, c'est pour l'avenir de qui? Des sujets étrangers? C'est pour l'avenir de qui? Il n'y a pas de travail qui s'est fait au Congo-Brazzaville. Pourtant, monsieur Kevin Diafouka, pardon, monsieur Denis Sassou Nguesso s'est fait proclamer président de la République du Congo. Il a prêté serment il y a même pas 10 jours. Il s'apprête visiblement à mettre sur pied une nouvelle équipe, un nouveau gouvernement pour donner l'impulsion. On n'espère pas qu'il va reconduire les mêmes personnes, mais enfin pour essayer de... Oui, je veux prendre les questions des auditeurs, mais je pose la dernière question. Pour essayer justement de donner une impulsion à ce qui se fait au Congo, pour dire devant tout le monde que, voyez, au Congo, il se passe plein de choses, monsieur Kevin Diafouka. Pardon? Ah, vous n'avez pas suivi ma question. Je disais que monsieur Denis Sassou Nguesso a été élu. Il a été, semble-t-il, élu. Il s'est fait élire par ces structures qu'il a mis en place. Il y a eu visiblement une prestation de serment qu'on a vue il n'y a même pas une semaine. Bon, d'ici là, il va certainement nommer des ministres, il va nommer des gens pour justement essayer de coordonner une action, si elle existe, bien entendu. Bon, voilà. Tout ceci, c'est pour les Congolais ou simplement pour des sujets étrangers qu'on voit tous ces mouvements au Congo-Brazzaville, monsieur Kevin Diafouka? Déjà, je vais vous dire une chose. Monsieur Denis Sassou Nguesso a confisqué la voix du peuple congolais. Il va nommer un gouvernement. Un gouvernement des gens qui sont à ses services. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Être ministre au Congo, c'est être le premier esclave d'Nguesso. Il va faire un gouvernement. Dites-moi, où se trouve le compte du gouvernement congolais? Est-ce que le gouvernement congolais, ils ont un compte? Si le peuple a des problèmes, ils peuvent... Regarde, par exemple, là, il y a eu le problème du Covid-19, coronavirus. Mais la première des choses, quand il y a une pandémie de cette nature, qu'est-ce que le gouvernement fait? Ils ont leur compte. Ils vont récupérer cet argent-là. Ils vont dire, ça sert à la pandémie pour la population. Faire un gouvernement, c'est beau. Même un petit enfant, même à l'école maternelle, les enfants font des petits gouvernements. Mais avoir les bases pour construire un État, faire un gouvernement de tout le Congolais, mais la première des choses, il faut qu'il y ait la clarité sur la gestion des comptes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres au Congo. Aujourd'hui, monsieur Collard, vous êtes à Paris, on vous dit, venez être ministre au Congo. Mais on va vous donner un portefeuille où vous n'avez même pas le budget, où vous n'avez même pas de compte. Vous-même, pour vous payer, ça va être des problèmes. Où il y a une femme qui travaille à la présidence qui va venir vous payer à la main. Vous êtes ministre, vous n'avez même pas de compte bancaire. Vous êtes dans un ministère, le ministère n'a pas de...
posez-vous la question où vous allez. C'est plus que horrible ce que vous dites là, M. Kevin Diafouka. Mais c'est ça la vérité. Des ministres qui se font payer à la main, des ministres, un ministère qui n'a pas un le compte. Le premier esclave, il y a des ministres qui n'ont même plus droit à la parole. Aujourd'hui, la première personne à ne pas être libre, c'est les ministres de Sassou. Et tous, ils travaillent au service de Sassou. Aujourd'hui, dites-moi, moi je connais des ministres au Congo, mais ils n'ont pas... Je préfère encore être ici en France, soulever mes cartons, et à la fin du mois, quand on me paye, il y a un salaire, ça rentre dans le compte, et il y a la traçabilité. Mais M. Kevin Diafouka, nous sommes en France. Les impôts, il y a des déclarations pré-remplies. On te dit que tu as gagné ça. Même les impôts savent combien tu gagnes par mois. Voyez-vous, ça, et au Congo, ça n'existe pas. Donc, les gens sont contents. Non, je suis au gouvernement. Mais vous êtes au gouvernement, vous n'avez pas de budget. Premièrement. On vous donne l'argent à la main. Ça veut dire que vous êtes payé au bon vouloir. Vous êtes payé à l'humeur même de Sassou Nguesso. Il suffit que vous dites quelque part, vous faites même un audio sur WhatsApp. Ah, mais Sassou là, franchement, il m'énerve. L'audio va revenir sur les réseaux sociaux. On va dire à Sassou, mais tel ministre, il a dit que tu es une merde. Eh bien, tu sais ce que Sassou fait à ses ministres? Comment il les punit? Il ne leur donne rien à la fin du mois. Mais ils n'ont pas le droit de parler. Aujourd'hui, au Congo, par exemple, il y a des députés. De la majorité, ils sont payés. Visiblement, on l'a perdu. Hein. Bon, alors, visiblement, M. Kevin Diafouka, je pensais que c'est moi qui avais un souci technique. Visiblement, mesdames et messieurs, du côté de M. Kevin Diafouka, nous avons un petit souci. Nous espérons qu'il reviendra, il sera parmi nous parce que nous avons encore quelques questions à lui poser. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis, comme nous l'avons annoncé au départ de cette émission, au début de cette émission. Je suis très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Je suis très heureux de vous savoir nombreux justement connectés sur la radio de la communauté. Ce soir, avec M. Kevin Diafouka, nous parlons du pétrole congolais, nous parlons de l'argent généré par justement cette matière première que le bon Dieu a bien voulu donner aux Congolais. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons simplement que bon, voilà, l'argent n'est pas équitablement reparti, l'argent ne sert qu'à une poignée de personnes. Les Congolais sont dans une situation très difficile, très extrême même, ce qui fait que, bon, voilà, les gens se débrouillent comme ils le peuvent. Les gens se débrouillent comme ils le peuvent. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, nous avons encore découvert qu'au-delà de la mauvaise gestion de cet argent issu des ventes pétrolières, il y a les terres qui sont vendues. Bon, voilà, M. Kevin Diafouka est de retour. Merci, M. Kevin Diafouka. Oui, effectivement, merci. On vous avait perdu pour quelques minutes. Nous vous remercions encore de tous ces efforts que vous avez fournis pour revenir ici. Nous remercions également les auditeurs qui sont là. Monsieur Kevin Diafouka, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Vous nous avez dit que les ministres sont payés à la main. Les ministères n'ont pas de comptes. J'ai envie de tomber de haut. Depuis quand peut-on payer un ministre à la main? Voilà, pas de budget. Oui. Pas de compte ou pas de budget. Non, pas de compte, ils n'ont pas de budget. Quand un ministre veut voyager, je vais vous expliquer. Très rapidement, M. Kevin, très rapidement, s'il vous plaît. Quand un ministre veut voyager, il veut aller à l'étranger, en mission d'État. M. Ndongo va chez le ministre avec des espèces pour dire, bon, tu veux partir, il te faut combien? Il te faut 3 millions, 4 millions. Il lui donne ça. Il n'y a pas de traçabilité. Quand vous dites espèces, ce sont les devises étrangères, j'en suppose. Hein? Ce sont des devises étrangères. Soit des euros, soit des euros, soit des francs CFA. Très bien, très bien. Donc, ils ont fait visiblement beaucoup de devises étrangères au Congo-Brazzaville. Les CFA n'existent pas, mais ils ont des devises étrangères. Oui, donc je disais, aujourd'hui, dans des pays développés, dans des pays responsables où des gens font vraiment de la politique, avant d'être ministre, il y a des chasseurs de tête qui vous voient. Être ministre, c'est conduire toute une grosse administration. Avant d'être ministre, on vous consulte, vous êtes 5, on vous dit, il va falloir que vous rédigiez
un projet pour le ministère qu'on va vous donner. C'est à base de ces projets qu'on peut faire un gouvernement. Mais au Congo, je vous donne l'exemple de M. Motom. M. Motom, on ne sait pas s'il a eu le bac. M. Motom n'a jamais travaillé dans sa vie. M. Motom se retrouve à Brazzaville, il se balade, il avait une veste, il avait des sandales, il n'avait que ça. Il y a même une fois, quand il était derrière Colline Makosso, parce qu'il commençait à suivre Colline Makosso, et Colline Makosso, c'est Bredin Bissalankounkou, qui était un jeune qui était avec moi. Puisque Motom s'est promené avec moi, c'est moi qui ramène Motom en France, au Congo. J'ai dit à Motom, qui était mon chargé de communication, ça c'est Bredin, il se sympathise avec Bredin. Bredin a des relations avec Colline Makosso. Colline Makosso emmène Motom dans leur milieu. Il devait recevoir Sassou. Motom n'avait pas de chaussures, il avait des sandales et sa veste. Monsieur Kevin, s'il vous plaît, ça c'est la vie privée de Monsieur Motom, s'il vous plaît. Non, je vous donne un exemple. Comment on peut se retrouver acrobatiquement ministre au Congo? On n'a pas de CV, on n'a pas de... Il n'y a pas de... Déjà, Motom, on va le chercher en boîte de nuit pour dire que tu as été nommé ministre. On t'amène où? On ne sait même pas où est-ce qu'on l'a mené, puisqu'il n'avait pas de maison à Brazzaville. On l'a amené à Olympique Palace. Voilà comment un ministre qu'on va récupérer dans une boîte de nuit, on l'amène à Olympique, on lui dit, bon, tu es ministre maintenant aujourd'hui. Tu dois gérer tu dois gérer un ministère. Mais si Sassou aimait le Congo, peut-il recruter sans CV, sans connaître la moralité de la personne? Mais le problème du Congo, ça va de là. Vous avez des dirigeants qui vont être ministres aujourd'hui, qui n'ont jamais travaillé, même un bulletin de salaire, ils ne connaissent pas. Mais parce qu'ils étaient le meilleur danseur, le meilleur acclamateur de ce pouvoir, Sassou va le prendre pour le mettre là. C'est le cas de M. Moutom. 2021. Il a été récompensé. C'est le cas de M. Moutom. Il avait été récompensé, puisqu'on se souvient de ces images où les populations des quartiers sud montaient vers les quartiers nord, où il vient se présenter comme M. Malonga, n'est-ce pas? Quand on aime son pays, on ne récompense pas. On récompense la méritocratie, le mérite. On ne récompense pas la médiocrité. Aujourd'hui, nous nous battons. Moi, si vous me donnez cette chance-là d'être un dirigeant du Congo, la première des choses que je ferais, c'est d'aller à la chasse des matières grises. Oui, mais justement, M. Kevin, pardon, justement, puisque vous parlez d'une opportunité, vous avez dit tout à l'heure, on vous consulte avant d'être ministre. Vous vous êtes retrouvé à Brazzaville, M. Kevin Diafouka. Vous vous êtes retrouvé à Brazzaville. Je me demande bien si vous avez été consulté, et vous étiez en attente d'un poste de ministre ou simplement d'un poste de cadre du côté de Total. Non, on s'est retrouvé à Brazzaville parce qu'on nous avait dit qu'il devait y avoir un dialogue. Non, un dialogue, pas des nominations. C'était dans les années 2014. Comme vous avez tendance à les répéter, on nous avait dit que c'était un dialogue. Quand on arrive à Brazzaville, au lieu de voir le dialogue, on a vu le vide. Et là où on nous avait mis, on a retrouvé la DGST qui était venue nous pourchasser comme des gibiers. On a vécu tellement de choses paradoxales et dramatiques où je ne m'étais même pas fier d'être dans mon pays. Nous avons subi au Congo. Vous avez été humilié On était humiliés, oui. Nous avons été humiliés. Comme les étrangers Nous avons été humiliés. Nous avons été humiliés. On nous a menés. C'était un guet-apens. On n'était pas parti pour faire de la politique ou pour un dialogue. On s'est retrouvés dans un guet-apens. Parce qu'on ne veut pas parler. On s'est retrouvés dans un guet-apens. On avait perdu notre dignité. Donc, et on a retenu la leçon. Très bien, tant mieux. Tant mieux pour vous si vous avez retenu la leçon. Monsieur Kevin Diafouka, comme je disais, on s'achemine vers la fin de l'émission. On va prendre quelques questions des auditeurs et puis on va vous poser les deux dernières questions que nous avons prévues, puis nous clôturons ces émissions. Monsieur Ngimbi Diandamba, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour nous lire les quelques questions que les auditeurs ont bien voulu nous poser, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci, monsieur Ngimbi. Ngimbi. La question vient de Gervais Birangui, qui pose la question à vous deux.
Bonsoir, Mimi Collard et notre frère Kevin Joseph Diafouka. Ma question de ce soir à l'invité. Pense-t-il que signer la pétition pour faciliter la mise en place de l'USCA est nécessaire pour le futur de nos populations, en particulier du sud du Congo? Voilà la question. Monsieur Kevin Diafouka, je suis le présentateur. Je vous remercie pour votre présence. Dieu merci également parce que M. Birangui précise bien que c'est pour l'inviter. Alors, je vais vous laisser peut-être répondre. Il juge, est-ce que c'est important? Il vous pose la question de savoir, est-ce que c'est important? Enfin, voulez-vous que je relise la question? Oui, vous avez compris. Je suppose que vous avez compris, M. Kevin Diafouka. Je vais d'abord me référer à l'histoire du Congo. L'histoire du Congo, depuis la prise du pouvoir de Sassou, il y avait le petit matin. Et le petit matin, c'était la tuerie des leaders de toute la partie sud. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, vous pouvez chanter l'unité nationale, mais sachez-le que le pétrole dans le sud appartient à Sassou. La population du sud ne profite pas de ça. Et quand il y a un leadership dans le sud, c'est Sassou qui vous leur donne des leaderships. Et ces leaders sont à la solde de Sassou. Quand on veut se démarquer contre Sassou, le cas de Parfait Kolela, Sassou vous tue. Sassou vous tue. Donc, vous avez toute la partie sud. Ils ne peuvent pas profiter de leurs richesses. Ils ne peuvent pas profiter de leurs enfants. Aujourd'hui, reconnaissons-le, toute la matière grise du sud, ils ont fui. La majorité des enfants qui meurent dans les détroits des Gibraltar, c'est les enfants du sud, parce qu'ils n'ont plus d'avenir dans le sud. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est que le clan des Sassou a fait des habitants de la population du sud des esclaves. On ne peut pas être dans un pays où le procureur Mboshi, le président de la Cour constitutionnelle Mboshi, le président qui organise les élections de la CENI Mboshi, le président de la Cour suprême Mboshi. Mais monsieur Kevin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore dire... Le directeur général du pétrole Mboshi. 90% des députés sont des Mboshi. Alors que toute la partie sud, c'est la plus peuplée. Doit-on signer la pétition selon M. Gervais Birangui? Est-ce qu'il faut signer la pétition? Mais non, mais je réponds. Parce qu'il y a, pour vouloir signer la pétition, l'unité du Sud ou créer un autre État, c'est faut qu'il y ait un problématique. C'est un problématique qu'aucun Congolais n'arrive à régler. C'est laquelle la problématique? C'est laquelle la problématique que Sassou a posée. C'est Sassou a fait de tous les gens du Sud leurs esclaves. Aujourd'hui, je suis peut-être mieux respecté par les Blancs et les Blancs. Nous sommes en 2021. Nous nous sommes battus, nos grands-parents se sont battus pour la colonisation. Ce n'est pas pour que nous soyons esclaves des Sassou. Et Sassou lui-même est un saint des gardes des Occidentaux. Mais donc, réfléchissons. Pourquoi nous allons continuer à laisser? Parce que moi, j'étais dans la partie sud du Congo. Moi, j'ai vu des enfants. J'ai vu des enfants vouloir dire qu'on divise ces pays. J'ai vu des petits enfants, des 5 ans dire on va diviser ces pays, on souffre trop. Quand vous allez à Pointe-Noire, l'enfant du Kouilou est devenu un assistant. Il assiste la Sécuritas, les militaires, la police, c'est géré par les Mboshi. L'enfant du Kouilou qui naît dans le Kouilou ne peut pas travailler dans le pétrole, ne peut pas travailler dans l'armée. Mais il y a un problème. Que faut-il faire alors? Il faut signer la pétition pour, comme le propose... Je demande à tous les Congolais du Sud. Après, on pourra parler. Il n'est pas dit que demain, quand on va diviser, parce que si on continue avec Sassou, on ne peut plus accepter de voir toute une partie sud vivre à l'esclavagisme. Nous vivons en Europe. Nous ne vivons pas les mêmes problèmes que nos enfants du Sud vivent au Congo. Ce qui vivent au Congo, c'est l'esclave la plus bête du monde. C'est l'esclavagiste où vous n'avez même pas le droit de travailler. Pendant la colonisation, on nous fouettait pour aller travailler pour construire le chemin de fer. Aujourd'hui, ils sont esclaves, ils n'ont même plus accès au chemin de fer. Ils sont esclaves, ils ne peuvent plus aller à étudier. Donc, mais après l'indépendance, tous les gens, nos parents là, ils ont eu cette chance, on leur envoyait en Europe pour aller étudier. Mais aujourd'hui, nos enfants, surtout dans le Sud, ils se retrouvent sans université, sans eau, sans électricité. Ils n'ont pas de forme d'école de formation, ils n'ont pas de santé.
Ils Vous dites quoi meurent ce comme soir, des... M. Kevin Diafouka? Vous dites quoi ce soir? Vous encouragez l'organisation de ces 5 Je demande à tous les régions? Congolais, il faut 500 000 signatures. Je demande aux Congolais du Sud d'aller signer. Parce que nous devons faire pression, nous devons nous libérer. Très bien, le message est passé. Très bien, le message est passé, M. Kevin Diafouka. La question signer avait été massivement posée. et à partir de là, nous verrons les problématiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit il faut que le Congolais s'asseye, vous pouvez mettre Dieu comme président du Congo avec les problèmes que nous avons là. Même Dieu ne s'en sortira pas. Bon, ça c'est selon M. Kevin Diafouka qui pense que... Très bien, M. Kevin Diafouka. En tout cas, on vous remercie encore pour votre présence ce soir sur la radio de la communauté, plus précisément au micro de Mimi Collard. Merci pour la démonstration de force que vous êtes en train justement de propulser, de mettre à la disposition des Congolais ce soir. Il me reste 2 questions, M. Kevin Diafouka. La première, c'est M. Sassou a décrété un deuil. Pardon, ce n'était pas prévu, mais je suis obligé de vous interroger là-dessus, puisque c'est l'actualité, a prévu un deuil national au Congo suite à la disparition du président Idriss Déby, un ex-autre dictateur de son actif. On se souvient que les présidents Lissouba et Yombi sont décédés en exil. M. Sassou n'a point ordonné un deuil national. Voilà, il est parti. M. Sassou n'a point ordonné un deuil national. Peut-on parler, Monsieur Kevin Diafouka Joseph, peut-on parler de 2 poids, 2 mesures, Monsieur Kevin? M. Sassou a ordonné un deuil suite à la disparition de M. Idriss Déby, alors que quand les présidents Pascal Lissouba et Jean-Jacques Yombi Opango, qui sont décédés en exil, au Congo, on n'a pas eu un communiqué, on n'a pas lu un communiqué, on n'a pas vu justement une note signée de M. Denis Sassou Nguesso décrétant un deuil national. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites quoi? 2 poids, 2 mesures ou simplement il a eu raison parce que... Ce que je pense, c'est que je suis étonné de votre étonnement. Ça ne devrait pas vous étonner. Non, je vous ai dit que le peuple congolais n'a pas son destin. Son destin est confisqué par Sassou. C'est celui qui confisque le destin qui décide. Monsieur Kevin, vous êtes parti? Moi, je pose simplement la question. Bon, visiblement, Monsieur Kevin a beaucoup de soucis. Monsieur Ngimbi, d'abord, vous êtes là, j'espère. Monsieur Kevin a quelques soucis techniques. Monsieur Ngimbi, vous êtes là? Bon, voilà, je suis rassuré puisque vous êtes là. Monsieur Kevin. Voilà, Monsieur Kevin Diafouka a encore un souci d'ordre technique. Mesdames et messieurs, veuillez excuser ce désagrément, veuillez excuser, c'est fait abominable. C'est ça aussi les aléas du direct, comme on le dit souvent. Nous parlons avec M. Kevin Diafouka de toutes ces richesses congolaises, toutes ces matières premières. On a cité le pétrole, on a cité le fer de Mayoko, on a cité le bois où on n'a pas vraiment beaucoup exploité, sans compter l'or, le diamant peut-être, qu'on trouve aussi dans le nord, là-bas, semble-t-il, la pêche même, y compris, voilà, toutes ces richesses que nous avons au Congo-Brazzaville, mais qui, justement, l'argent, justement, généré par ces ressources ne profite pas aux Congolais. C'est vraiment une situation difficile, très triste. Nous espérons que M. Kevin Diafouka va revenir, mais en tout cas, on peut le dire ce soir, au regard de tout ce que M. Kevin Diafouka venait de nous faire comprendre, la façon dont ceux qui étaient en responsabilité justement à la tête de la SNPC, pardon, la façon dont ils ont mis des mécanismes pour dilapider, pour voler de l'argent, la façon dont ils se sont enrichis de façon sauvage, voilà, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on ne devait pas voir cela dans un pays comme le nôtre. Nous sommes un petit pays avec, on va dire, 4 millions, sinon 5 millions d'habitants. On ne veut pas voir ce genre de choses. Nous devons plutôt vivre dans les bonnes conditions, nous devons plutôt vivre de façon exceptionnelle parce que l'expérience de vie au Congo, c'est quoi? Maximum, on va dire, pour les hommes, 70 ans et puis pour les femmes, un peu plus loin. Voilà. Monsieur Kevin Diafouka est de retour. Monsieur Kevin Diafouka, je veux vous laisser finir votre propos et puis on va peut-être se séparer, Monsieur Kevin Diafouka. Le deuil décrété par Monsieur Denis Sassou Nguesso, une honte ou simplement il a eu raison parce qu'il faut bien qu'il accompagne. Je ne peux pas, avec Sassou, on ne peut pas dire qu'on a une honte. Moi, je ne suis pas surpris qu'il ait agi comme ça. Sassou, c'est quelqu'un de très cynique, de très, très, très cynique. Sassou n'aime pas le Congo. Je ne vois pas pourquoi il va aimer le Congolais. Voyez-vous, aujourd'hui, vous savez, quand on gère un État, on doit apprendre à être un rassembleur. Tous nos présidents sont morts à l'étranger. Il n'y a pas eu un chef d'État rassembleur qui a dit à tout le monde « Rentrez, vous êtes chez vous ». Mais ils sont morts à l'étranger parce que on les a chassés de là.
Les Souba morts, ils ne peuvent pas être enterrés au Congo. Parfait Kolela, quand mort, pas de deuil national, ils n'en parlent pas, ils ont dansé. Et Idriss Déby, dictateur de surcroît comme Sassou se trouve affecté. Parce qu'ils se sont concernés. Quand un chien de chasse de la France meurt, l'autre chien de chasse va faire quoi? Il va décréter. C'est juste pour vous montrer que Sassou s'en fout de vous. Sassou s'en fout des Congolais. Aujourd'hui, Idriss Déby, dictateur au Tchad, c'est le meilleur collègue des Sassou. Ils sont tous les deux au service de la France. Nous sommes en 2021. Nous sommes encore colonisés. Mais cette fois-ci, c'est une colonisation en fond d'écran. En arrière-plan, une colonisation en arrière-plan. On est colonisé par les nôtres, des Noirs. Et ça, c'est tout ce qui a été écrit pendant la colonisation, tout ce que Frocard, tout ce que, comment est-ce qu'on l'appelle, l'ancien président français, là, De Gaulle. Monsieur De Gaulle, d'accord. C'est des chartes de la colonisation que les Nguesso sont là à respecter. Donc, quand son compère dictateur meurt, tué, un dictateur qui a été tué, c'est normal que ça fasse, ça ne doit étonner personne si ça se fait un deuil national pour une personne qui n'appartient pas à la nation congolaise, mais qui est dictateur comme lui. Ça veut dire que le Congo n'est plus une nation. Très bien. Ça veut dire que c'est pas une nation. Ça veut dire que le Congo n'est plus une nation. Pour peut-être aller dans votre sens, on va peut-être aussi considérer que qui s'assemble se ressemble, ou qui se ressemble s'assemble. Je ne sais plus dans quel sens on dit. Aujourd'hui, le Congo, c'est des sous-préfectures de la France. Donc, le sous-préfet, son collègue sous-préfet, Déby, est tué par balle, eh bien, Sassou, c'est normal qu'il fasse le deuil. Mais n'attendez pas qu'il fasse le deuil pour des gens, pour des Congolais qui n'aiment pas. Très bien. N'attendons pas que M. Denis Sassou Nguesso fasse le deuil pour les Congolais qui n'aiment pas. Mesdames et messieurs, ça ne me surprend pas, c'est pour ça que je n'ai même pas envie de commenter. Très bien. M. Kevin n'est pas surpris le fait que M. Denis Sassou Nguesso ait ordonné un deuil national au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi il n'a pas voulu aller en profondeur dans son commentaire. En tout cas, M. Kevin Diafouka, nous sommes très heureux. Nous avons été très heureux de vous recevoir ce soir. Et merci encore pour tous ces éléments que vous venez de mettre à la disposition des Congolais. Au regard de tout ce que vous venez de dire, M. Kevin Diafouka, ça va être mon dernier mot, ma dernière question, pardon, puis on va peut-être se séparer. Au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard de tout ce que vous venez de mettre à la disposition des Congolais, peut-on ce soir demander aux Congolais d'encourager M. Denis Sassou Nguesso, qui vient encore de s'imposer un mandat de 5 ans au Congo-Brazzaville, M. Kevin Diafouka? Moi, je pense que dans la vie, la chose la plus importante, c'est la dignité. Denis Sassou Nguesso a franchi la ligne rouge. On ne peut pas être président d'une nation où on enlève même la dignité au peuple de cette nation-là. Rien que ça. Rien qui est pensé nous demande à lutter contre Sassou, à lutter contre ce pouvoir qui est criminel pour notre pays. Denis Sassou Nguesso n'a jamais servi le Congo et les Congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a eu le bon pétrolier, le seul président congolais qui a eu le bon pétrolier. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a tourné avec des budgets de 5 000 milliards. Ça veut dire que plus que le budget de la RDC, qui pendant cette époque-là tournait à 1200 milliards, plus que le budget du Cameroun, plus que le budget de la Côte d'Ivoire, plus que le budget du Sénégal. Mais regarde dans quel état d'animosité, de pauvreté qu'il fait vivre le Congolais. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, nous sommes en 2021. On parle toujours du même problème. À chaque investiture, il vient dans l'investiture, non pas pour parler de ce qu'il a eu à faire de son bilan, mais c'est pour parler encore de mêmes mots. Oh, il n'y a pas d'électricité. Je vais punir le gros poisson. Oh, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas des hôpitaux.
nous sommes en crise. La crise continue. La dernière fois qu'il a fait son investiture, la crise, c'était le réchauffement climatique. Et après, pendant quelques temps, il y a eu le Covid-19. La crise, c'est le Covid-19. Il y a un problème. Il y a un problème. Logiquement, quand on fait l'investiture, on a été voté par 88% de sa population. On ne vient plus parler de problèmes des investitures. On dit, nous avons fait ça. Nous avons formé des Congolais. Nous avons enclenché une autre génération pour nous remplacer. Aujourd'hui, ça se va faire son gouvernement. Il n'y aura que lui et sa famille. Même ses enfants seront bientôt ministres. Il n'y aura que ses amis vieux. Regardez Clément Mwamba. Rien que mettre Clément Mwamba, en 5 ans, il n'a rien foutu. Le type est fatigué. Il est mourant. Vous le laissez là comme Premier ministre. Rien que ça montre que Sassou est en train d'humilier les Congolais. Cela doit interpeller la conscience de tout un chacun. Aujourd'hui, le patriotisme, c'est le sang lié à la terre. Aujourd'hui, la diaspora célèbre. Mais Sassou fait quoi? Il envoie des gens pour venir tuer des gens ici dans la diaspora en tant que président de la République. Il envoie des gens pour venir tuer. Et là même, nous avons appris qu'il y aura aux obsèques des parfaits Kolela. Il est en train de se préparer. Il y a même ses sbires qui sont déjà là pour boycotter, créer la pagaille, des incidents. Mais cette personne qui agit comme ça, là, qui est le garant de l'unité nationale, il est là pour détruire l'unité nationale. Il est là pour diviser le Congolais. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire « Oh, la diaspora, la diaspora ». Mais en 40 ans, Sassou n'a pas formé les Congolais. En 40 ans, Sassou n'a pas formé le Congolais. La majorité des Congolais formés, qui ont eu cette chance d'être formés, c'est les Congolais qui sont partis. Vous pouvez avoir une panoplie de matières premières. Le Congo, c'est un paradis au milieu d'un océan de misère. Le Congo a beaucoup de matières premières. Prenez les Blancs, allez les mettre au Congo, prenez le Congolais, ramenez-le ici en France. Ils vont appauvrir la France et les Blancs vont encore enrichir. Ils vont encore vivre comme des dieux au Congo. C'est parce que aujourd'hui au Congo, il manque la matière grise. Toute la matière grise du Congo sont parties à l'étranger. On se retrouve avec des hôpitaux sans médecins. En 20 secondes, s'il vous plaît, M. Kevin Diafouka, parce qu'on va devoir se quitter. En 20 secondes, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer votre propos en 20 secondes, s'il vous plaît, comme ça, on va tout à l'heure. Ouais, je disais qu'on se retrouve avec des hôpitaux sans médecins. Aujourd'hui, nous sommes le pays en Afrique où le taux de mortalité est exponentiel. L'espérance de vie est très faible. Rien que ça doit interpeller nos consciences. Parce que nous n'avons pas de médecins qui peuvent arrêter la mort. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est les ressources humaines, c'est la matière grise. Mais si nous, on n'arrive pas à arrêter la mort dans nos pays, quand les gens meurent comme c'est devenu... Il y a un problème qu'on doit régler et qui n'est jamais réglé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, on regarde tout ce qui se passe au Congo. On a vu un policier poursuivi par la population, mais parce qu'il y a un ras-le-bol. C'est des choses qu'on ne devait pas voir en 2021. C'est des choses que moi, je n'ai jamais vues à Brazzaville quand j'ai grandi. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville dans un état aliéné par la bêtise et la médiocrité. Il faut un sursaut patriotique de tout un Congolais. Mais le Congolais, c'est quoi? C'est l'argent facile. Le Congolais, on est réputé pour... Même en France, ici, il y a beaucoup de Congolais qui n'aiment pas travailler. On est là à l'argent facile. Mais Sassou, lui, profite justement de notre bêtise, de notre oisivité pour nous corrompre et faire de nous ses esclaves parce qu'il détient l'argent du Congo. Il n'y a pas ces sursauts-là, cet amour de son pays, cette volonté de la collectivité. C'est ça qui doit animer, qui doit nous animer, et non pas cette volonté d'égoïsme, d'individualiste, de nombriliste. Il faut qu'on ait un véritable sursaut.
Il faut qu'on s'asseye, qu'on pose les bases. Aujourd'hui, Sassou, il fait des investitures, chaque année des investitures pour être là. Mais en aucun cas, il a parlé des États généraux de la nation, vu que l'État est dans des conditions délabrées. Mais les États généraux, ce n'est pas seulement que les opposants qui doivent le proclamer. Mais quand tu es chef de l'État, tu vois que ton pays n'avance pas, tu vois que ton gouvernement ne travaille pas, mais tu fais les États généraux. Monsieur Kevin, nous sommes largement en retard. En 10 secondes, s'il vous plaît. Comme ça, on va... En 10 secondes, s'il vous plaît, pour votre dernier mot, et puis on va clôturer, Monsieur Kevin, s'il vous plaît. Le dernier mot, il va falloir... je parlais des sursauts patriotiques. Je parlais aussi de notre volonté à pouvoir gagner notre dignité. Un peuple qui n'est pas digne, qui a perdu sa dignité, c'est un peuple qui est appelé à mourir, à se détruire. Haïti, ils sont indépendants depuis 200 ans. Regardez là où est Haïti. Mais Haïti, ils ont la chance d'être beaucoup aidés. Mais nous, rappelez-vous que le Congo, c'est le seul pays à qui on n'a pas donné aide dans le Covid-19. Personne ne veut nous aider parce que nous sommes un État voyou. Aujourd'hui, quand on parle du Congolais à l'étranger, avant à l'étranger, quand on venait à l'étranger, un Congolais était respecté. Mais aujourd'hui, quand on parle du Congo, on pense corruption, criminalité, génocide, bien mal acquis, vol, oisiveté. Nous avons tous les maux du sous-développement en nous. Il nous faut un sursaut patriotique. Il nous faut mettre un terme à la médiocrité pour que nous mettions demain le meilleur d'entre nous devant. Voilà ce que j'avais à dire. Que notre pays est mort. Il n'est pas en train de mourir, non, notre pays est mort. L'investiture de Sassou, son vol électoral du 21 mars 2021, c'est l'acte de décès définitif du Congo. Où nous continuons dans cette cacophonie, où nous avons ce sursaut patriotique qui va nous élever et qui va nous permettre de gagner notre dignité et de gagner notre véritable indépendance. Il nous faut rentrer dans cette crise, dans cette logique générationnelle. On ne peut pas accepter aujourd'hui de voir le pays être dirigé par des gens qui n'arrivent même plus à marcher. C'est une honte pour nous, les Congolais. Notre génération, nous avons échoué. Puisque nous sommes en 2021, nous continuons toujours avec ça. Et nous avons échoué. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Ce sont nos enfants. Aujourd'hui, quand on jette l'anathème à la diaspora, on dit, oh non, la diaspora, ce n'est pas d'ailleurs. Mais nous avons des enfants qui sont sortis dans les mêmes écoles que Macron. Mais ces enfants-là, il va falloir qu'on les fasse connaître du Congo. Il va falloir qu'ils viennent nous aider à relever notre pays. Il va falloir qu'on leur donne leur chance. Il va falloir rendre le Congo attractif avec le meilleur des Congolais. Faisons-le, car il y a urgence pour notre pays. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, faisons-le, car il y a urgence pour le pays, parce que visiblement, le pays a beaucoup de mots impropres. Ce constat, il est connu de tout le monde. Ce constat, il est palpable. Ce constat, nous pouvons le toucher. Ce constat, les Congolais le vivent sur le terrain. Monsieur Kevin Diafouka, je tiens à vous remercier personnellement pour votre disponibilité. Merci à Monsieur Ngimbi Diandamba qui a été à la réalisation. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, nous vous remercions encore d'avoir accepté que nous pénétrions ce soir chez vous. Merci d'avoir accepté justement de vous abonner sur la radio de la communauté où nous avons un seul leitmotiv, la bonne gouvernance dans les pays africains, la bonne gouvernance en Afrique. Nous prenons la parole parce que c'est ce que nous savons faire de mieux. Bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, M. Diafouka. Au revoir, M. Collard. Merci. Et au revoir à tous les auditeurs. Merci. OK, merci.